Alors, nous devions théoriquement avoir Madame Anne Duquesnelec. Celle-ci avait fait un excellent rapport chez le défenseur des droits et étant indisponible, nous avons la chance d'avoir la personne, le professeur Elsa Lasser, qui nous a fait le plaisir hier de la remplacer. Alors, je tiens à la remercier devant vous tous, bien sûr, d'autant plus qu'elle est, avec Anne de Culenec, la personne, comment dire, qui ont travaillé totalement sur ce rapport. Donc, je vais lui donner la parole, d'autant plus que j'ai découvert, c'est elle qui m'a fait découvrir, bien entendu, que le rapport était non seulement sur des éléments, on pourrait dire, de droit théorique, mais aussi de droit appliqué, c'est-à-dire en quoi ces différents droits, ces accès aux droits, sont-ils ou posent-ils des problèmes ou sont-ils appliqués? Et donc, ça permettra à ce qu'elle nous tienne au courant de cette partie que Luc Ginot, qui est le directeur de la santé publique à l'ARS Île-de-France, et qui ne peut pas venir car aujourd'hui il déménage, ce qui est un gros problème pour lui, et donc il ne pouvait nous rejoindre. Donc nous aurons quand même tous les éléments, puisque ce rapport, comment dire, correspond tout à fait à ce qu'on lui demandait ensuite. Donc effectivement, donc je suis Elsa Alassar, je suis juriste au sein de l'équipe du défenseur des droits qui est en charge de la défense des droits fondamentaux des étrangers. Et donc l'objet de mon intervention aujourd'hui, telle qu'elle est présentée dans le programme, c'est les personnes malades étrangères, des droits fragilisés, des protections à renforcer. Ce titre, en fait, c'est le titre du rapport évoqué par le professeur Hervé, qui a été publié par le défenseur des droits en avril 2019, donc que j'ai co-rédigé avec Madame Duquesnelec. Voilà, donc comme je disais, c'est donc ce rapport publié en 2019 par le défenseur des droits qui va être le fil conducteur de ma présentation cet après-midi. Et donc, à la demande du professeur Hervé, je vais aborder donc, dans cette présentation la question de l'étranger sous l'angle du droit. Donc, à savoir donc la question des protections spécifiques dont devrait bénéficier l'étranger en vertu de ce droit, mais également, et c'est un des gros sujets du rapport, des difficultés que peut soulever justement cette qualité juridique d'étranger quand il s'agit d'exercer des droits essentiels qui sont en principe conférés aux sujets malades et qui parfois peuvent interférer avec les règles qui s'appliquent à l'étranger, donc notamment les règles sur l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers. Voilà, donc les difficultés qu'on peut relever au niveau du défenseur des droits, elles émergent quand, d'un point de vue juridique, on constate que c'est la figure de l'étranger qui va primer sur celle du malade. Donc ça, c'est un des axes qui a été adopté dans le rapport. Avant d'entrer plus dans le fond du sujet, enfin, puisque j'ai jusqu'à 16h et quelques, je voulais quand même en liminaire prendre quelques minutes pour expliquer un petit peu d'où je parle, enfin donc pas de mon salon évidemment, mais de l'institution du défenseur des droits, parce que je pense que même si elle a acquis ces dernières années une certaine visibilité médiatique, c'est pas toujours, enfin les fonctions exactes du défenseur des droits, ses missions, ses pouvoirs, elles ne sont pas toujours exactement connues de l'extérieur, donc je pense que c'est important de pouvoir le développer un petit peu avant d'entrer dans le fond du sujet. Je m'excuse par avance s'il y a certaines personnes qui connaissent tout ça déjà très bien. Donc le défenseur des droits, c'est une institution qui a été créée en 2011 après une réforme constitutionnelle de 2008. C'est donc une autorité constitutionnelle indépendante qui est prévue par la Constitution à l'article 71. C'est la seule en son genre. C'est le fruit de la fusion de 4 anciennes institutions qui en fait avaient des périmètres très différents. Il y avait donc la première institution, c'est la HALD, qui était en charge de la lutte contre les discriminations. La seconde, c'est le médiateur de la République, donc qui avait un rôle de médiation entre les usagers de l'administration et l'administration elle-même. Il y avait ensuite la défenseur des enfants qui, pour la première fois depuis quelques mois, même un mois, est devenu un défenseur des enfants et donc est en charge évidemment de la défense des droits des enfants.
Et la dernière institution qui a fusionné au sein du Défenseur des droits, c'était la Commission nationale de la déontologie de la sécurité, donc une commission en charge de veiller au respect par les forces de l'ordre des règles fixées par la déontologie de la sécurité. Donc l'ensemble de ces missions exercées par les anciennes institutions qui ont fusionné au sein du Défenseur des droits sont reprises par le Défenseur des droits. Donc, le défenseur des droits, il a donc à la fois un rôle de promotion des droits et un rôle de protection des droits. Il est en charge de veiller au respect de ces droits. Donc, moi, je travaille dans mon quotidien, je travaille plutôt sur le versant de protecteur, sur le rôle de protection des droits assumé par le défenseur des droits. Alors, comment ça se passe dans les faits? Donc, quotidiennement, le défenseur des droits, en fait, il est saisi donc, de très nombreuses réclamations individuelles par des personnes qui font état d'atteinte aux droits. Donc, moi, je traite des atteintes alléguées par les personnes étrangères. Donc, ces réclamations, elles arrivent par plusieurs biais. Il y a des délégués qui assurent des permanences physiques, donc qui reçoivent les personnes. Il y a des réclamations qui nous arrivent soit par Internet, soit par courrier, directement au siège du défenseur des droits. Et donc, les juristes du défenseur des droits, on a la charge d'instruire ces réclamations en mobilisant les pouvoirs qui sont conférés aux défenseurs des droits par la loi organique. Donc, ces pouvoirs, ils sont de plusieurs ordres. Donc, il y a la possibilité pour instruire, on instruit sur pièce, donc la possibilité de demander à l'administration qui est mise en cause des pièces, de lui demander des justifications, ses observations sur une situation. Ces demandes, elles peuvent être à la fois auprès de personnes publiques, ça peut aussi être auprès de personnes privées, notamment quand on est dans le cadre de la mission de lutte contre les discriminations. Donc, ça peut être des employeurs dans des discriminations à l'embauche, par exemple. Les personnes qu'on interroge, elles sont tenues de nous répondre. Et le défenseur des droits a aussi des pouvoirs d'instruction, des pouvoirs par exemple de vérification sur place, d'auditionner des personnes mises en cause. Donc au quotidien, les juristes défenseurs des droits mettent en œuvre l'ensemble de ces pouvoirs pour instruire les réclamations qui lui sont soumises. Et donc dans le cadre de l'instruction qu'on mène, le défenseur des droits est soumis au principe du contradictoire. Donc, ça veut dire qu'avant toute prise de position publique, avant de se prononcer formellement et publiquement sur une situation, le défenseur des droits, il a d'abord exposé l'ensemble des griefs, de ces griefs à la personne qui est mise en cause. Et donc, il lui a laissé la possibilité de se défendre. Donc, concrètement, ça se passe, c'est par le biais d'un courrier qu'on appelle une note récapitulative dans notre jargon interne. Donc, on adresse, par exemple, pour ce qui concerne les étrangers, en général, le mis en cause, c'est une administration. C'est très souvent le préfet. Ça peut aussi être des organismes de protection sociale. On adresse donc une note qui récapitule l'analyse juridique qui a été faite par le défenseur des droits au regard des arguments qui ont été avancés par la personne qui le saisit, et on demande à l'administration en cause de nous donner ses observations sur cette analyse juridique, et en fonction de la réponse ou de la non-réponse faite par l'administration, le défenseur des droits va prendre alors une position qui pourrait être publique. S'il n'y a pas de résolution amiable du litige. Donc, ça veut dire que les procédures d'instruction du défenseur des droits, elles sont plutôt longues, puisqu'il faut laisser le temps à ce dialogue interadministratif de s'installer, un temps de réponse pour l'administration. Ça veut dire aussi qu'au terme de cette instruction, le temps long de cette instruction, sa contrepartie, c'est que c'est un temps qui est gage de la solidité des positions publiques rendues par le défenseur des droits et de la loyauté, puisque l'ensemble des parties ont été entendues avant prise de position publique du défenseur des droits. Du coup, peut-être aussi pour conclure sur les missions générales du défenseur des droits, et avant d'en venir plus spécifiquement sur le rapport consacré aux étrangers malades, quelques mots sur justement la nature de ces prises de position publiques du défenseur des droits, puisque pareil, je pense que ce n'est pas toujours tout à fait identifié. Donc, ce qu'on connaît sans doute le mieux, c'est ce qui est le plus visible et le plus médiatisé, c'est les avis et les rapports qui sont rendus par le défenseur des droits. Donc, les avis notamment rendus au Parlement, par exemple, lorsque le défenseur des droits est auditionné dans le cadre de réformes législatives, ça arrive très régulièrement, ou dans le cadre de missions parlementaires. Et donc, à côté de ça, c'est des rapports. Donc, le rapport dont je vais parler aujourd'hui, consacré aux étrangers malades,
y a d'autres rapports dont on entend quand même assez régulièrement parler dans les médias, notamment par exemple pour ce qui concerne mon domaine sur la situation des migrants à Calais. Mais bon, au-delà donc de ces grosses prises de position publique, en réalité, le quotidien du défenseur des droits sont plutôt les décisions qui sont rendues au terme de l'instruction des réclamations individuelles, dont je parlais tout à l'heure. Et ces décisions, elles sont de deux ordres. Donc, ça peut être d'abord des décisions qui formulent des recommandations. Donc, recommandations, par exemple, au gouvernement d'initier une réforme législative ou réglementaire quand en termes de l'instruction qu'on a menée sur un dossier, on constate qu'en réalité, la difficulté qui est posée pour l'accès au droit, elle résulte d'un texte qui devrait être modifié pour permettre une meilleure effectivité du droit. Ça peut aussi être des recommandations qui sont formulées à l'administration directement mise en cause quand on constate que la difficulté, elle est plutôt le résultat d'une pratique qui n'est pas conforme à la règle en vigueur. Donc, dans ces cas-là, la recommandation, ça va être de demander à l'administration d'intervenir auprès de ces services pour prendre toutes les mesures nécessaires à faire cesser la pratique illégale qui est constatée. Donc voilà, ça c'est le premier type de décision publique que rend le défenseur des droits, ce sont des recommandations. Donc toujours au terme de cette procédure contradictoire qui a été menée au préalable. L'autre type de position publique que le défenseur des droits peut rendre, ce sont des observations devant les juridictions, donc à la condition bien sûr qu'il y ait un contentieux qui ait été élevé dans le litige en question. Donc, alors dans ce cas, donc le statut du défenseur des droits devant le juge, hein, c'est jamais lui qui introduit l'instance, il n'est pas partie au contentieux, il intervient comme un tiers intervenant. Donc, du coup, il donne comme son expertise il fait part de son expertise juridique hein, sur l'objet du litige, il soumet son analyse juridique de la situation au juge. Et donc, comme l'idée, c'est de présenter des observations au terme d'une instruction contradictoire après avoir entendu l'administration, bien entendu, à la différence, par exemple, d'un avocat, le défenseur des droits n'est pas du tout tenu d'intervenir auprès de la juridiction à chaque fois qu'il y a un contentieux. Il intervient que quand le fruit de son instruction aboutit à ce qu'il estime qu'il y a une atteinte à un droit qui est effective. Donc, dans les faits, les analyses qui soumettent aux juridictions sont quand même assez majoritairement suivies. Donc, c'est de l'ordre de 70% des observations présentées par le défenseur des droits devant les juridictions sont suivies d'une décision juridictionnelle qui confirme l'analyse portée par le défenseur des droits. Voilà, donc le rapport sur les étrangers malades dont je vais parler au cours de cette intervention, de même que les autres rapports qui sont publiés par le défenseur des droits, il est d'abord en fait la somme de ces prises de position publiques, donc de ces décisions de recommandation et d'observation dont je viens de parler. Et c'est le fruit chaque rapport du défenseur des droits, c'est le fruit d'une volonté du défenseur des droits à un moment donné de donner une certaine visibilité à un sujet qu'il estime d'importance. Donc en rassemblant les diverses instructions qu'il a pu mener sur un sujet au sein d'un document unique. Donc, voilà, ça c'est un peu ce qui a décidé notamment la publication dans un contexte dont je vais parler tout de suite du rapport sur les étrangers malades. Alors ce contexte, c'est le rapport consacré aux droits des personnes malades étrangères, il est intervenu donc en 2019, 3 ans après la publication d'un autre rapport du défenseur des droits très important, qui était consacré de façon générale à la question des droits fondamentaux des étrangers. Donc c'est un rapport qui a été publié en mai 2016. Ce rapport, il était le fruit d'une commande de M. Toulon, qui était le défenseur des droits de l'époque, et qui partait donc d'un postulat qui est que le respect des droits des étrangers au sein d'une société, c'est un marqueur essentiel du degré de protection et d'effectivité générale des droits et des libertés d'un pays. Donc, c'est sur la base de ce postulat que M. Toubon a voulu justement prendre la mesure de l'effectivité de ces droits et libertés consacrés en demandant donc, la publication d'un rapport qui recense de façon très, très générale tous les constats et les recommandations qu'avait pu former le défenseur des droits
dans l'ensemble des réclamations qu'il avait eu à traiter et qui mettait du coup qui faisait voir des atteintes spécifiques donc, aux droits des étrangers, donc aux droits des étrangers au sens très large, donc c'est-à-dire à la fois donc toutes les réclamations qui nous parvenaient, qui révélaient des difficultés dans la mise en œuvre des règles spécifiques aux étrangers, ce qu'on appelle, nous, le droit des étrangers, donc toutes les règles relatives à l'entrée des étrangers en France, leur droit au séjour, les règles qui encadrent les cas dans lesquels on peut procéder à l'éloignement, donc c'est le mot juridique général, mais donc c'est à l'expulsion de l'étranger du territoire. Et à côté donc, de ces réclamations qui sont le cœur du droit des étrangers, le rapport parlait aussi de toutes les réclamations qui révélaient les difficultés que pouvaient rencontrer les étrangers du fait de cette qualité d'étranger dans l'accès à d'autres droits, donc des droits qui en principe sont soumis à un principe d'égalité d'accès et d'égalité de traitement. Donc par exemple, des difficultés spécifiques que peuvent rencontrer les étrangers dans l'accès à la protection sociale, à la protection maladie, dans l'accès dans plein de domaines de la vie quotidienne. Ça peut être des difficultés dans l'accès à l'emploi, à l'hébergement, mais donc évidemment pour ce qui va nous concerner plus aujourd'hui, donc c'était ces difficultés d'accès à la protection maladie, difficultés d'accès aux soins. Donc les sujets qui sont abordés dans le rapport sur les étrangers malades qui a été publié en 2019, ils avaient déjà été, il y avait déjà une amorce, une grosse amorce d'analyse de ces sujets dans le rapport qui avait été publié par le Défenseur des droits en 2016. Et donc le rapport de 2019, donc il intervient 3 ans après, dans un contexte où le Défenseur des droits constatait d'abord une très forte augmentation des réclamations individuelles qui lui étaient soumises et qui émanaient de personnes malades étrangères. Donc un contexte de forte augmentation des réclamations qui faisaient état d'atteintes aux droits spécifiquement allégués par des personnes malades étrangères. C'est 3 ans après, donc c'est aussi un contexte où le Défenseur des droits était destinataire, en tout cas était informé par nos interlocuteurs de terrain, notamment des intervenants associatifs spécialisés dans la défense des droits des personnes étrangères, voire des droits des personnes malades étrangères, qui partageaient aux défenseurs des droits une certaine inquiétude sur effectivement une aggravation des atteintes spécifiquement subies des atteintes aux droits spécifiquement subies par les malades étrangers. Donc voilà, ça c'est le premier élément de contexte dans lequel a été publié le rapport. Deuxième point, c'est que tous ces constats d'une certaine dégradation de l'effectivité des droits des personnes malades étrangères, ils s'inscrivaient aussi dans un contexte législatif assez particulier, puisqu'entre 2015 et 2018, il y a eu plusieurs très grosses réformes qui ont eu un impact direct sur les droits des personnes malades étrangères. Il y a eu d'abord une grosse réforme de l'assurance maladie, donc ça que vous devez sans doute connaître, qui est ce qu'on appelle la réforme PUMA, pour passer à un système de protection maladie plus universel. Et il y a eu 2 grosses réformes du droit des étrangers, en 2016 et 2018, 2 lois très importantes qui ont modifié un nombre de dispositions de la loi du code spécifique aux étrangers très important, et donc notamment des dispositions qui traitent plus des droits spécifiques des étrangers malades. Voilà, donc je déflore un petit peu le sujet, mais je reviendrai. Parmi les gros changements induits par cette réforme, par ces réformes du droit des étrangers, il y a eu un transfert de compétences important, donc des médecins des ARS, de l'ARS vers l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'on appelle l'OFII. Donc un transfert de compétences d'une charge qui est de la charge de donner des avis médicaux sur l'état de santé des étrangers malades, qui relevait auparavant des médecins des ARS, et donc qui a été transféré à des médecins qui maintenant relèvent de l'OFII, donc du ministère de l'Intérieur. Voilà, donc ça c'est le contexte spécifique dans lequel ont été dressés les constats qui sont formés dans le rapport sur les personnes malades étrangères publiées par le Défenseur des droits.
Ce rapport, il se divise en 3 parties, en regard des éléments que je vous ai apportés. Donc, il y a une partie justement qui est consacrée à la protection, à l'accès à une protection maladie des personnes étrangères, donc qu'elles soient malades ou non. Une partie qui est consacrée donc aux difficultés qu'on constate au niveau de l'accès au séjour des étrangers pour raisons médicales, et une partie qui est consacrée aux droits des étrangers malades à bénéficier d'une protection contre l'éloignement et à la prise en charge sanitaire des étrangers qui, parce qu'ils sont sous le coup d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement, sont placés en centre de rétention administrative. Voilà, donc c'est un rapport qui couvre un panel assez large de toutes les difficultés juridiques que peuvent rencontrer les étrangers malades. Donc de la protection maladie au droit à l'intérieur des centres de rétention administrative. Voilà, donc avant de détailler un peu plus sur les constats formés dans les 3 domaines que j'ai cités, juste peut-être quelques remarques générales sur les droits qui sont effectivement conférés aux étrangers malades, puisque, sur en tout cas les dispositifs juridiques, la logique un peu générale des dispositifs juridiques en place. Donc les droits qui sont conférés aux étrangers malades, ils découlent des droits fondamentaux qui sont consacrés par le droit international et par la Constitution, donc par des normes, ce sont les plus hautes normes, on les appelle comme ça, puisque selon le principe de hiérarchie des normes, donc ces droits qui sont en fait, les droits fondamentaux sont les droits de l'homme, ils prévalent sur les règles législatives, donc ils doivent être respectés coûte que coûte. Voilà, en vertu de la hiérarchie des normes qui est consacrée par la Constitution. Parmi ces droits fondamentaux qui sont consacrés à toute personne humaine, il y a donc ces droits fondamentaux qui vont conduire à la consécration en droit interne de règles spécifiques protectrices à l'égard des étrangers malades. On a donc le droit au respect de la vie, la prohibition de toute forme de traitement inhumain ou dégradant, et le droit à la protection de la santé. Donc ça, ce sont les droits fondamentaux qui sont consacrés au niveau des textes internationaux et constitutionnels. Et en vertu de ces droits, la loi française a du coup consacré donc la loi interne a consacré plusieurs dispositifs de protection des personnes malades étrangères. Donc les premiers dispositifs protecteurs des étrangers malades, ils ont émergé dans les années 90, donc dans le contexte de l'épidémie du sida. Et la première protection qui a été juridiquement consacrée en droit interne, c'est ce qu'on appelle la protection contre l'éloignement. Donc c'est l'idée qu'un étranger qui se trouve sur le territoire français et qui est très gravement malade, et dont on sait que si on le renvoie dans son pays d'origine, il ne pourra pas bénéficier des soins appropriés, il ne peut pas être éloigné. Voilà, ça, c'est la protection contre l'éloignement des étrangers malades. C'est le premier droit qui a été consacré en droit interne. Et juste après, c'était une année plus tard, a été consacré un droit au séjour pour raison médicale. Hein, puisque, c'est pour les mêmes raisons. Donc, un étranger qui se trouve sur le territoire français et qui est atteint d'une pathologie telle que s'il est renvoyé dans son pays d'origine, il ne pourra pas bénéficier de traitement. Et bien, de ce fait-là, il va pouvoir bénéficier d'un titre de séjour. Voilà, donc c'est un peu le pendant de la protection contre l'éloignement. Puisqu'il est interdit de l'éloigner du territoire français, on va lui donner le titre de séjour qui va lui permettre d'accéder à d'autres droits en France, hein, des droits sociaux, le droit de travailler. Voilà, donc il est régularisé à ce titre. Donc je reviendrai un peu dans le détail justement sur le détail du fonctionnement de ce droit au séjour pour raison médicale, puisque c'est un droit qui est assez intéressant, je pense notamment du point de vue des médecins, puisque justement c'est un droit, le droit au séjour pour raison médicale, c'est un droit dont l'octroi dépend d'une expertise médicale, donc où on assiste donc à une rencontre entre le droit et l'expertise scientifique. Donc je développerai un petit peu les obstacles qu'on peut constater à ce niveau quand je parlerai de la partie du rapport consacrée à ce droit au séjour pour raison médicale. Avant d'entrer dans le détail des constats formés par le défenseur des droits, juste aussi peut-être présenter en quelques chiffres justement
que c'est ce droit au séjour pour raison médicale, puisque c'était aussi une des volontés du rapport, c'était de déconstruire un certain nombre d'idées reçues qui avaient tendance à diffuser, notamment dans le contexte de publication du rapport, sur les étrangers malades et donc l'immigration pour raisons sanitaires. Donc, préciser peut-être que donc effectivement donc en droit interne depuis les années 90, il y a un droit au séjour qui est consacré pour l'étranger qui est très gravement malade et qui, s'il était renvoyé dans son pays, ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié. En revanche, il n'y a pas de droit consacré en tout cas de droit absolu à venir en France se faire soigner. Il y a des possibilités pour des personnes très étrangères donc, qui ne sont pas sur le territoire français et qui souffrent de pathologies, ou par exemple il y aurait pas un dispositif spécifique qui serait accessible qu'en France, il y a une possibilité de demander un visa pour bénéficier de ce soin spécifique en France, mais c'est sur des conditions très restrictives en fait et très strictes, et notamment par exemple c'est à la condition que la personne elle justifie d'une assurance donc dans le pays d'origine pour prendre en charge ses soins, elle justifie de garantie de retour, c'est-à-dire elle explique, par exemple, elle va montrer un billet de retour pour dire que une fois que le soin aura été dispensé, elle va retourner dans son pays d'origine. Donc, il n'y a pas du tout un droit au visa pour soin. Ça n'existe pas. Il y a une possibilité, sous certaines conditions, de se voir délivrer un visa pour bénéficier de soins spécifiques, mais pas de droit général au nom de la protection, du droit à la protection de la santé, de bénéficier d'un visa pour venir se faire soigner en France. Voilà, et pour poursuivre un petit peu sur la déconstruction de certains préjugés qu'on peut rencontrer ou d'idées reçues qu'on peut rencontrer parfois. Donc, je vais peut-être juste présenter un petit peu les chiffres et statistiques officielles sur ce droit au séjour pour raison médicale, hein, puisqu'on verra qu'en fait, il est assez résiduel et que donc, il tend à un peu démentir l'idée hein, que ce qu'on peut entendre parfois, l'idée que le système de santé français, parce qu'il serait très performant, serait un vecteur d'appel d'air et donc source d'une immigration sanitaire massive. Parce qu'en réalité, si on regarde donc les chiffres, c'est les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur, hein, les chiffres officiels, on voit que sur l'ensemble des titres de séjour qui sont délivrés sur une année, les titres de séjour délivrés pour raison médicale, c'est très, très résiduel. Donc, par exemple, dans le rapport, on donnait les chiffres de 2018. C'est 225 000 titres de séjour délivrés pour tout motif d'immigration, que ce soit en 2018. Et le nombre de titres de séjour délivrés pour raison médicale, c'est 4 310. Donc, c'est moins de 2% de l'ensemble des titres de séjour délivrés. Voilà. Et par ailleurs, on donnait aussi, donc c'est dans l'introduction du rapport, les chiffres de la fraude, donc notamment les chiffres qu'a pu constater l'OFII hein, au travers du travail que font les médecins qui sont chargés de rendre les avis médicaux dans le cadre des demandes de titre de séjour. Et donc, les chiffres sur la fraude constatée par l'OFII, ils sont évalués à moins de 1%. Voilà, mais malgré ces chiffres, c'est le constat qui est formé dans le rapport étranger malade, c'est celui d'une suspicion persistante à l'égard des étrangers malades, qui va se traduire d'une part dans les pratiques administratives donc, dont on constate au travers des réclamations dont le défenseur des droits est saisi qu'elles ne sont pas toujours conformes au texte en vigueur. Et d'autre part, donc ça c'est peut-être le versant un peu plus inquiétant, c'est qu'on constate une tendance au durcissement des textes internes, donc relatifs notamment aux droits des étrangers, qui tendent finalement à amoindrir l'effectivité des droits des étrangers malades, donc des droits tels qu'ils devraient résulter des droits fondamentaux que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc c'est un peu le sens du titre que le défenseur des droits a souhaité donner au rapport sur les personnes malades étrangères, hein, donc des personnes malades étrangères, donc c'était des droits fragilisés, des protections à renforcer. Voilà, donc du coup, pour le détail un peu des constats que le défenseur des droits a pu former dans ce rapport, alors, je vais vous présenter un petit peu les grands constats et recommandations qui ont été formulés sur chaque partie, donc la protection maladie, le droit au séjour et pour finir,
quelques mots sur les droits des personnes malades étrangères qui sont sous le coup d'une mesure d'expulsion, enfin d'éloignement. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous allez lire le rapport à l'issue de cette intervention, vous verrez qu'il y a beaucoup de détails juridiques très très techniques, donc je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de tout ça, mais peut-être vous présenter pour chacune de ces trois parties, en tout cas les grandes problématiques qu'a pu identifier et que peut encore identifier le défenseur des droits au travers des réclamations qui sont portées à sa connaissance. Donc, sur la première partie du rapport, donc elle est consacrée à l'accès des étrangers qui séjournent de façon régulière sur le territoire français ou qui soient sans titre de séjour, donc ces étrangers en situation irrégulière sur le territoire. Donc, l'accès de ces étrangers à une protection maladie. Donc là, évidemment, on ne parle pas que des étrangers malades, mais l'accès à la protection maladie, évidemment, va conditionner l'accès effectif aux soins. Alors, sur cette partie, là, donc, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais elle est écrite dans un contexte particulier qui est la réforme, une grosse réforme de l'assurance maladie, qui est dite la réforme PUMA. Avec donc l'idée de cette réforme, hein, c'était d'élargir l'universalité du système d'assurance maladie, de protection maladie français. Donc là, le constat que forme le défenseur des droits dans le contexte de cette réforme, c'est qu'à plusieurs titres, les étrangers ont été un peu oubliés de cet objectif d'universalité visé par la réforme. Donc les étrangers oubliés, c'est d'abord les étrangers en situation régulière. Le rapport dresse un certain nombre de constats donc, dans lesquels on constate qu'il y a eu donc la réforme de la PUMA, elle était annoncée comme devant être à droit constant. Et en réalité, il y a eu plusieurs dommages collatéraux qui n'ont pas été anticipés. C'est-à-dire que la modification des règles de droit, donc dans le code de la sécurité sociale notamment, a abouti en fait pour des étrangers qui avaient vocation dans l'ancien système à avoir un accès à l'assurance maladie ou qui avaient déjà cet accès. Il y a eu un recul sur des droits consacrés, notamment pour les étrangers qui étaient arrivés en France. Donc la plupart de ces difficultés, c'était plutôt des omissions en fait du législateur. Hein. C'était des conséquences non anticipées. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été corrigées par la suite, mais donc évidemment il y a eu un moment où il y a eu des ruptures de droit et des atteintes aux droits constatées. Et donc même s'il y a eu, si là depuis lors il y a eu la plupart de ces effets collatéraux ont été corrigés. Bon, il reste encore quelques difficultés, hein. Notamment il y a la liste des titres de séjour qui permettent l'accès à l'assurance maladie. Elle a été un peu modifiée, ça soulève d'autres difficultés qui ne sont pas toutes résolues. Et voilà, et dans ce contexte, il y a une difficulté qui est persistante, qui est liée en fait un peu au manque de lisibilité pour le coup des règles qui s'appliquent. Notamment puisque donc il y a la loi qui a été adoptée à l'issue de la PUMA, et après évidemment il y a beaucoup de textes d'application hein, de cette loi et donc de mise en œuvre, et donc qui vont donc des textes réglementaires jusqu'à des instructions qui sont formulées par la direction de la sécurité sociale ou par la Caisse nationale d'assurance maladie, et ces textes ne sont pas toujours rendus publics. Du coup, ça nuit un peu à la lisibilité du droit. Donc, une des recommandations fortes que porte le défenseur des droits sur ce point, c'est la publication de l'ensemble des instructions qui sont publiées par la direction de la sécurité, qui sont prises et ne sont justement pas publiées par la direction de la sécurité sociale ou la Caisse nationale d'assurance maladie pour garantir une meilleure lisibilité du droit applicable. Et donc, les autres, évidemment, les autres grands oubliés, et là c'est plus connu, de la réforme PUMA, hein, donc ceux qui ne sont pas inclus dans ce système universel, ce sont les étrangers en situation irrégulière, puisque donc ça vous le savez, le législateur il a fait le choix de maintenir donc à côté de ce système universel de protection maladie, donc dit PUMA,
il a décidé de maintenir le dispositif qu'on appelle l'aide médicale d'État, qui est un dispositif réservé, depuis 1993, il est réservé aux étrangers qui sont en situation irrégulière, hein, qui n'ont pas de titre de séjour. Voilà, donc c'est un dispositif dérogatoire, et donc les étrangers en situation irrégulière sont ce sont les seules personnes sur le territoire qui ne sont pas inclus dans le système universel dit de la PUMA. Sur ce point, donc, le défenseur des droits, il rappelle régulièrement que l'aide médicale d'État, elle poursuit certes un objectif, hein, de garantir un accès universel et effectif aux soins, mais elle poursuit aussi un objectif de protection de la santé publique. Hein, c'est-à-dire que l'idée que tout le monde puisse accéder, l'idée de l'universalité de l'accès à la protection maladie, donc que tout le monde puisse accéder à cette protection. Ce qu'il y a derrière, c'est aussi la nécessité d'éviter une surcharge du système de santé par des personnes qui renonceraient aux soins parce qu'elles n'auraient pas les moyens de les payer, et qui du coup seraient prises en charge tardivement et donc avec des conséquences bien plus lourdes pour le système de santé. Il y a évidemment aussi une nécessité de répondre aux enjeux épidémiologiques, donc d'assurer que tout le monde puisse accéder au dispositif de prévention. Voilà, donc cet enjeu majeur de santé publique, qui est également poursuivi par l'aide médicale d'État, il est régulièrement rappelé par le défenseur des droits, qui constate que le maintien, dans ce contexte d'un dispositif dual, hein, avec d'un côté ce qu'on appelle la PUMA et de l'autre côté l'aide médicale d'État, ça complexifie le droit et évidemment les pratiques. C'est source de renoncement aux soins. Ça peut également être source de refus de soins discriminatoires, hein, de la part notamment de médecins qui refuseraient de recevoir des personnes au motif de la protection maladie dont elles relèvent, l'aide médicale d'État, puisqu'on sait que c'est plus compliqué, ça demande plus de paperasse. Donc, le défenseur des droits, il porte depuis de plusieurs années déjà, hein, ça date pas de 2019, il le recommandait déjà en 2016, il recommande la fusion des dispositifs de protection maladie dans un système de protection unique et véritablement universel. Voilà, donc ça c'est pour la partie sur l'assurance maladie. Sur l'accès au droit à un titre de séjour, donc sur la question du droit au séjour pour raison médicale. Pareil, je ne vais pas détailler tous les constats formés par le défenseur des droits, mais peut-être dire quelques mots sur des grosses problématiques qui, je pense, peut-être vous intéresseront plus spécifiquement, notamment pour les médecins. Je suis obligée de dire quand même 2-3 mots de comment ça fonctionne avant de rentrer dans le détail des constats. Donc, ce que prévoit la loi, hein, au niveau de ce droit au séjour, la délivrance de plein droit, sous réserve que l'étranger ne représente pas une menace pour l'ordre public, c'est la seule réserve. La délivrance, sinon de plein droit, ça veut dire qu'à partir du moment où les conditions qui sont fixées par la loi, elles sont réunies, le préfet, il doit délivrer un titre de séjour. Donc, délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui remplit, dont on constate qu'il remplit 3 conditions. D'abord, il est très gravement malade. La pathologie dont il souffre, elle implique qu'il a besoin d'un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour la personne des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Et il est établi que le traitement dont la personne doit bénéficier n'est pas accessible dans le pays d'origine. Et donc, dans les faits, pour voir si l'étranger, entre effectivement dans le champ de ce droit au séjour ou non, il y a une procédure d'examen de la demande de titre de séjour qui comporte 2 phases. Il y a ce qu'on appelle la phase médicale, puisque c'est la phase où est rendue l'expertise médicale, et ce qu'on appelle la phase administrative, où c'est le préfet qui reprend sa compétence décisionnaire sur la demande de titre de séjour. Donc, la phase médicale, hein, c'est un médecin qui est chargé de rendre un avis sur l'état de santé de l'étranger malade, et donc le médecin est chargé de se prononcer sur les 3 conditions énoncées, donc la gravité de la maladie, la nécessité d'un traitement et l'accessibilité du traitement dans le pays d'origine. Et une fois que cet avis est rendu, le préfet, lui, lors de la phase administrative, il va statuer au regard de l'avis rendu
il n'est pas lié par la vie. Donc, il peut décider de refuser ou d'octroyer le titre de séjour. Par contre, ces deux phases, elles sont autonomes dans le sens où le préfet, lui, il n'a pas accès aux informations médicales qui concernent l'étranger. Hein, donc, toute cette procédure, elle est faite dans le souci de respecter le secret médical. Donc, le préfet, il se prononce sur l'avis du médecin. Les seules choses qu'il voit, c'est les conclusions du médecin sur les 3 conditions que j'ai citées, mais il ne connaît pas la pathologie de l'étranger. Ça, c'est important, parce que ça reste respecté au niveau, en raison du secret médical, hein, dont doit bénéficier l'étranger. Donc sur ce droit au séjour, donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais donc c'est comme sur l'assurance maladie, la publication du rapport, elle s'inscrit dans le contexte de plusieurs réformes sur le droit des étrangers, et donc notamment une très grosse réforme qui est en 2016, où il a été opéré une bascule de compétences des agences régionales de santé, donc des ARS, vers l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'on appelle l'OFII. Donc avant 2016, les médecins qui étaient chargés de statuer dans la phase médicale de la demande de titre de séjour, c'était des médecins qui étaient rattachés aux ARS. Et depuis 2016, ce sont des médecins de l'OFII, donc ça veut dire que le ministère de tutelle en 2016 a changé. Hein. Auparavant, les médecins qui se prononçaient sur l'état de santé des étrangers dans le cadre des demandes de titre de séjour, ils relevaient du ministère de la Santé, et depuis 2016, ils relèvent du ministère de l'Intérieur. Voilà. Alors là, donc la réforme, hein, sur la procédure de demande de titre pour soins, elle était un peu générale, et elle visait à pallier un certain nombre de carences. Donc en cela, elle a apporté quand même quelques avancées, notamment ce qui était constaté avant la bascule de compétences à l'OFII. Ce qui était constaté au niveau des médecins des ARS, il y avait un certain isolement du médecin, parce que c'était un avis qui était rendu donc, à un seul médecin, avec peut-être des divergences d'avis selon le territoire. Il y avait un manque de référentiel commun, il y avait des lacunes documentaires, donc un certain isolement du médecin dans sa prise de décision. Donc là-dessus, la réforme, elle a apporté plusieurs réponses. D'abord en prévoyant, donc en mettant en place un dispositif collégial. Hein. Donc maintenant, l'avis qui est rendu sur l'état de santé de l'étranger, c'est un avis qui est rendu par 3 médecins de l'OFII, donc on est sur une décision collégiale qui est protectrice. Il y a aussi, à l'occasion de cette réforme, l'OFII a également mis en place un référentiel commun, une base documentaire, donc, qui s'appelle la BISPO. Donc j'y reviendrai plus tard, mais donc qui est un référentiel donc, mis à disposition de l'ensemble des médecins de l'OFII, donc qui pour leur permettre de rendre leurs avis, hein, notamment sur la question qui est la moins médicale, hein, qui est celle de l'accessibilité du traitement dans le pays d'origine. Voilà, la réforme, dans les avancées de cette réforme, elle est aussi revenue sur une formulation un peu plus souple des critères qui sont fixés par la loi pour l'accès au séjour, et plus précisément donc, de ce critère de l'accès effectif au traitement. Avant 2016, il y avait une autre réforme législative qui était allée plutôt dans le sens d'un durcissement. On était passé donc de la notion de accessibilité du traitement à donc un critère d'existence du traitement. Donc la question, c'était est-ce que le traitement existe ou pas dans le pays d'origine? Le médecin de l'ARS devait se prononcer, oui, il existe, non, il n'existe pas. Et si le traitement existait, on ne se posait pas la question de savoir si l'étranger dans son pays d'origine pourrait quand même y avoir un accès effectif. C'est-à-dire si par exemple, oui, le traitement est disponible, mais dans telle région, il n'est pas du tout distribué, ou parce que l'étranger habite dans tel village, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de pharmacie. La question de l'accès effectif ne se posait plus. Et la réforme de 2016, elle est revenue à la formulation antérieure. Donc les médecins de l'OFII, ils doivent à nouveau se prononcer sur l'accès effectif au traitement dans le pays d'origine. Voilà, donc sur ce point, c'est une avancée. Après, ça ne facilite pas forcément la tâche des médecins de l'OFII, hein, puisque la question de cet accès effectif aux soins, c'est une appréciation évidemment, c'est plus difficile à apprécier que juste la simple disponibilité ou absence du traitement dans le pays d'origine. Ça demande
une instruction plus poussée. Donc là-dessus, d'ailleurs, l'OFII le dit dans ses rapports, il doit publier des rapports régulièrement au Parlement, que c'est une difficulté voilà, pour les médecins de l'OFII de se prononcer hein, sur ce caractère de l'accès effectif au traitement. Voilà, donc au-delà de ces avancées, certaines de la réforme de 2016, le défenseur des droits, dès 2016, dans le rapport sur les droits fondamentaux des étrangers dont j'ai parlé en introduction, il avait regretté le choix qui avait été fait de transférer la compétence des agences régionales de santé vers l'OFII, puisque bon, c'est vrai que c'est au niveau du signal, c'est quand même un marqueur, en tout cas, si je reviens un peu à mes propos introductifs, c'est le signe, donc, ça signe donc une volonté de faire prévaloir hein, sur les différentes qualités juridiques que peut avoir l'étranger malade. Là, c'est clairement donc, la volonté de faire prévaloir celle de la qualité d'étranger sur celle d'étranger malade. Donc, le défenseur des droits craignait donc, dans ce contexte qu'il y ait du coup un recul de l'effectivité des droits des personnes malades étrangères et des difficultés donc accrues d'accès au séjour. Alors, donc c'est dans ce contexte-là hein, qu'il forme ses constats en 2019. Donc, quand le rapport a été publié, ça faisait 2 ans que la réforme était en place. Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2017. Alors, le constat, effectivement, le premier constat sur les chiffres, c'est qui sont les chiffres qui ont été publiés par l'OFII dans son premier rapport au Parlement, c'est qu'effectivement, la réforme de 2016, elle s'est accompagnée au niveau des avis rendus par les médecins d'une baisse drastique des avis favorables au maintien sur le territoire, donc des avis qui constataient effectivement que l'état de santé de l'étranger était tel qu'il devait bénéficier d'un droit au séjour. On est passé d'un ordre de 75% d'avis favorables à 50% d'avis favorables. Donc, de fait, hein, la réforme a eu un effet couperet, notamment pour les étrangers qui bénéficiaient avant 2016 d'un titre de séjour. Et donc, un certain nombre de ces étrangers donc, ont vu leur titre de séjour à compter de la réforme de 2016 non renouvelé. Alors, évidemment, on peut s'interroger sur les raisons qui expliquent cette baisse. A priori, ce ne serait pas lié à la découverte de fraude massive qui n'aurait pas été détectée par les médecins des agences régionales de santé, hein, puisque là-dessus, les chiffres qui sont publiés par l'OFII montrent que le nombre de fraudes dans les demandes de titres de séjour pour soins, il est assez résiduel. Il est de moins de 1%. Donc, on peut supposer qu'il y a un lien donc, entre la baisse de ces avis et le nouveau référentiel qui a été mis en place par l'OFII pour aider les médecins, parce que, par exemple, voilà, sur un étranger qui avait un titre de séjour avant 2016, donc une pathologie qui n'a pas évolué, et en fait, ce qui va changer au moment de la réforme de la bascule des avis rendus par les médecins des ARS à des avis rendus par les médecins de l'OFII, c'est l'appréciation de l'accès au traitement dans le pays d'origine. Alors voilà, donc sur cette question donc, du référentiel, le défenseur des droits a formulé des recommandations, parce qu'effectivement, sur le principe, hein, cette idée de doter les médecins qui sont en charge de rendre un avis médical dans le cadre des demandes de titre de séjour formulées par les étrangers malades, c'est une très bonne idée. Hein. C'est donc le fait que cet outil existe, cet outil qui s'appelle la BISPO, c'est une avancée certaine, puisque ça va de fait garantir une meilleure harmonisation des avis rendus sur le territoire et donc favoriser l'égalité de traitement entre les étrangers. Mais dans la pratique, ce référentiel tel qu'il est fait à l'heure actuelle, il soulève quelques difficultés. Et notamment du fait qu'il n'est que partiellement rendu public. Pour l'instant, il y a les rapports de l'OFII, ils expliquent comment est fait ce référentiel, qu'il y a des fiches par pays, et donc pour chaque pays, un certain nombre de pathologies listées et les traitements disponibles ou non par pays. Mais il n'y a aucun endroit pour l'instant
sur Internet où il y a un accès global à cette base, l'OFI cite juste les sources sur lesquelles s'appuie donc la base mise à disposition des médecins de l'OFI. Et donc cette non-publicité de la BISPO, elle est problématique, notamment quand il y a débat sur l'avis qui est rendu par le médecin. Alors, à l'heure actuelle, ce qui se passe quand l'étranger il n'est pas d'accord avec l'avis médical qui a été rendu, c'est que si le préfet suit cet avis médical et que donc au vu de l'avis médical, il refuse de délivrer un titre de séjour, l'étranger peut former un contentieux contre ce refus de titre de séjour devant le juge administratif. Et au stade de ce contentieux, s'il décide de révéler sa pathologie devant le juge, il va pouvoir y avoir un débat va s'instaurer devant le juge administratif, mais un débat médical, c'est-à-dire que le juge il va pouvoir prendre connaissance de l'avis rendu par le médecin de l'OFI, et à côté de ça, l'étranger il va pouvoir rendre des contre-expertises, des avis, par exemple de son médecin traitant, ou d'autres médecins qui auraient une appréciation contraire, notamment sur la disponibilité du traitement dans le pays d'origine. Et donc là, évidemment, on comprend que le fait qu'il n'y ait pas un référentiel commun public et donc directement accessible pour tous va soulever des difficultés dans le cadre de ce débat contentieux donc va complexifier la tâche du juge administratif qui est déjà assez lourde puisque on demande donc à ce juge qui n'a pas d'expertise médicale de trancher ce débat médical qui naît au stade du contentieux devant lui. Donc, c'est pour ça, donc, au regard de ces difficultés, les recommandations principales que porte le défenseur des droits, donc dans la partie du rapport sur les personnes malades étrangères qui est consacrée au droit au séjour, c'est d'abord celle de rendre publique la base de données créée par l'OFI, donc la BISPO, de la rendre accessible à tous sous sa forme telle qu'elle est, sous la forme qui est aujourd'hui accessible aux médecins de l'OFI. Et le défenseur des droits préconise aussi, en cas de débat sur l'avis médical rendu par l'OFI, de créer une voie de recours dédiée qui serait du coup qui serait plus protectrice du secret médical. Par exemple, ça pourrait être un appel devant une instance médicale, mais qui permettrait donc de contester éventuellement, en tout cas de débattre de l'avis rendu par le Collège des médecins de l'OFI dans un cadre donc respectueux du secret médical et avec des experts médicaux. Donc, plutôt que dans le cadre du contentieux sur le séjour, qui est donc mis à l'office du juge administratif, qui n'a pas forcément l'expertise médicale pour trancher sur les points soulevés par les avis médicaux de l'OFI. Donc ça, c'est vraiment les grosses... une des principales recommandations formulées par le défenseur des droits sur l'accès au séjour des étrangers. Autre chose qu'on constate aussi depuis la mise en place de la réforme de 2016, c'est que, et donc la bascule de compétences des ARS à l'OFI, c'est effectivement sans doute un certain désengagement du ministère de la Santé sur cette question de l'accès au séjour des étrangers malades. En tout cas, dans les dossiers dont on a traité, on n'a pas comme interlocuteur. Pourtant, ce que prévoit la loi à l'heure actuelle, c'est que les avis qui sont rendus par les médecins de l'OFI, ils doivent l'être dans le cadre des orientations formulées par le ministère de la Santé. Donc, sur le fondement de cette loi, le ministère de la Santé, il a effectivement publié un arrêté qui fixe quelques orientations très générales, qui donne notamment, qui aiguille les médecins sur les sources qu'ils peuvent utiliser et qui formule sur certaines pathologies des orientations assez précises, en tout cas assez claires, notamment sur les personnes qui sont porteuses du VIH.
L'arrêté qui est publié par le ministère de la Santé, il dit pour toutes les personnes qui sont originaires d'un pays en voie de développement, il faut considérer que le traitement n'est pas disponible. Or, donc, dans les réclamations qui sont soumises aux défenseurs des droits, on constate un certain nombre de dossiers où il y a des avis de l'OFII qui sont rendus pour des personnes qui révèlent leur pathologie et qui sont porteuses du VIH. Et l'avis de l'OFII estime que le traitement est disponible dans le pays d'origine et donc rend un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour. Voilà, donc si alors, le défenseur des droits, lui, se prononce jamais sur le terrain proprement médical, ce n'est pas du tout notre expertise et il respecte sur ce point complètement l'indépendance qui doit rester telle des médecins de l'OFII. Après, sur les cas où il y a des interrogations sur les cas où les avis de l'OFII semblent en contradiction avec les orientations qui sont prescrites par le ministère de la Santé et qui, puisque c'est prévu dans la loi, doivent normalement s'imposer aux médecins de l'OFII. Et donc là, c'est pareil, comme on est sur un débat médical et qu'on n'a pas forcément accès à la base de données de l'OFII, c'est compliqué. Le défenseur des droits, ce sont des juristes qui travaillent sur les dossiers, on ne se prononce pas du tout sur tout ce qui est de l'ordre de l'appréciation médicale. Après, on interroge plus généralement l'OFII sur la façon, qu'est-ce qui est mis en œuvre pour effectivement donc tenir compte des orientations qui sont formulées par le ministère de la Santé. Et sur cette question du référentiel utilisé par les médecins de l'OFII pour assurer donc en tout cas une meilleure cohésion entre ce qui est présenté dans l'arrêté du ministère de la Santé et ce qui peut transparaître des avis de l'OFII. Le défenseur des droits recommande que le ministère de la Santé soit clairement associé à l'alimentation de la base de la base documentaire qui sert aux médecins de l'OFII, donc de cette dispo. Voilà, donc ça c'est vraiment les gros points, grosses recommandations formulées par le défenseur des droits sur les difficultés qu'on peut constater au niveau de l'accès au séjour des étrangers pour des raisons médicales. La dernière partie du rapport, je vous le disais tout à l'heure, elle est consacrée aux attentes qu'on peut constater, aux attentes aux droits qu'on peut constater au niveau des étrangers qui sont sous le coup d'une mesure d'éloignement. Donc cette partie, elle est elle-même divisée en deux sous-parties. Il y a une première sous-partie qui liste toutes les difficultés d'accès à la protection contre l'éloignement. Je fais le choix de ne pas trop développer cette partie. Il y a des choses du coup qui se recoupent avec ce qu'on peut constater au niveau de l'accès au séjour, puisque comme la protection contre l'éloignement, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, elle a précédé la consécration d'un droit au séjour pour raison médicale. Et donc, c'est l'idée qu'on ne peut pas éloigner dans son pays d'origine un étranger dont on sait qu'il est gravement malade et dont on sait que son éloignement ça aura pour effet de l'envoyer, sinon vers une mort certaine, au moins de le laisser dans des souffrances importantes. Donc voilà, ça c'est la logique de la protection contre l'éloignement et du coup c'est comme pour le droit au séjour, c'est la protection contre l'éloignement, elle est acquise ou non au regard d'un avis rendu par l'OFII, donc dans des conditions de procédure un peu différentes, mais j'ai choisi de ne pas trop développer ce terrain-là puisque c'est un peu technique et ça ressemble à ce qu'on peut constater au niveau du droit au séjour. Mais je voulais peut-être conclure sur la présentation en disant quelques mots sur donc dans cette partie sur les étrangers qui sont sous le coup d'une mesure d'éloignement. On développe quelques constats sur la prise en charge sanitaire des étrangers qui du coup dans le cadre de l'exécution de la mesure d'éloignement dont ils font l'objet sont placés en centre de rétention administrative. Donc, sur ces constats, alors, le défenseur des droits, il n'est pas présent au sein des centres de rétention administrative. Après, il est très régulièrement, donc on travaille sur également l'effectivité des droits des personnes qui se trouvent dans un lieu de privation de liberté, une prison, un centre de rétention administrative,
il y a un partage de compétences avec la contrôleure générale des lieux de privation et de liberté. La contrôleure, elle va plutôt s'attacher donc à veiller, à regarder donc tout ce qui a trait aux conditions générales donc de détention, de rétention, donc aux atteintes aux droits dans ce cadre-là. Nous, le défenseur des droits, on va plutôt intervenir donc dans ce cadre-là, on intervient donc comme je vous le disais au tout début de mon intervention, on intervient dans le cadre de réclamations individuelles, donc voilà, de personnes qui nous saisissent quand elles sont placées au centre de rétention, parce que dans le cadre de l'exécution de la procédure d'éloignement dont elles font l'objet, elles estiment qu'il y a eu une atteinte à leurs droits. Voilà, donc les constats qu'on forme dans cette dernière partie du rapport, c'est des constats partagés avec la contrôleure générale des lieux de privation et de liberté. Pour beaucoup, hein, elle avait rendu un avis juste avant la publication du rapport, donc nos constats se rejoignent très largement. Et pour les constats formés par le défenseur des droits, il s'appuie beaucoup aussi sur les informations que peuvent lui apporter les associations qui sont chargées par l'État d'apporter une assistance juridique aux personnes placées en centre de rétention. Donc ces associations qui, elles, pour le coup, sont présentes au sein des centres de rétention et qui sont, et donc c'est en général par leur intermédiaire qu'on est saisi, nous, des atteintes, donc des situations et des atteintes aux droits alléguées par des personnes qui sont placées dans le centre de rétention. Voilà, donc on a combiné toutes les informations, les témoignages et les constats qu'on a pu former nous-mêmes dans le cadre des réclamations individuelles qu'on a eu à traiter dans cette dernière partie pour se prononcer sur la qualité de la prise en charge sanitaire des personnes placées en centre de rétention. Et donc là, c'est un constat partagé avec et les associations qui interviennent en centre de rétention et la contrôleure générale des lieux de privation et de liberté, donc d'une certaine carence dans la prise en charge. Donc, avec le principal problème, hein, c'est au niveau des moyens dédiés, hein, c'est d'abord un manque de moyens. Là, évidemment, donc, le droit hein, consacré pour l'étranger placé en centre de rétention, il y a un droit à avoir un médecin. Donc, dans chaque centre de rétention, pour ça, il y a une unité médicale qu'on appelle l'UMCRA. Et donc, dans la quasi-totalité des centres, il y a des permanences médicales qui sont assurées. Il y a juste quelques centres, peut-être un peu plus, en tout cas en Guadeloupe, où il n'y a pas de médecin, c'est juste une permanence infirmière. Mais sinon, dans tous les autres centres de rétention, il y a des permanences médicales. Après, c'est pas tous les jours et du coup, parfois, c'est pas suffisant. Donc, à ce niveau-là, il y a le constat d'un manque de moyens, donc qui va entraver du coup l'accès effectif aux soins et notamment aussi l'accès éventuel à la procédure de protection contre l'éloignement. Sur cette prise en charge médicale, l'autre difficulté constatée, c'est une carence au niveau de la prise en charge adaptée de toutes les pathologies psychiques et psychiatriques. Là, le constat assez général aussi qui est formé par les personnes qui peuvent intervenir en rétention, c'est celui d'une grande recrudescence de ces pathologies, hein, qui sont liées à la fois au contexte d'enfermement, puisque le centre de rétention, c'est un lieu de privation de liberté. Puis évidemment, et l'angoisse hein, du départ imminent hein, pour des personnes qui parfois ont construit, parfois ont traversé les frontières dans un sens et on construit un petit bout de vie en France. Et donc, le centre de rétention, c'est la dernière étape vers le renvoi vers la case départ. Donc évidemment, voilà, avec toutes les angoisses que ça peut générer. Donc, dans ce contexte-là, les personnes qui interviennent en centre de rétention constatent énormément de décompensation, voilà, des choses qui peuvent être assez violentes. Et à l'heure actuelle, la prise en charge de ces pathologies spécifiques, elle est assez difficile au sein des centres de rétention, puisqu'il n'y a pas de permanence psychiatrique. Il n'y a qu'un seul centre de rétention dans lequel il y a une permanence psychiatrique ponctuelle, c'est le centre de rétention du Mesnil-Amelot. Dans tous les autres centres de rétention, il n'y a pas de psychiatre qui assure de permanence à l'intérieur du centre de rétention. Donc, et du coup, évidemment, donc, dans ce contexte de carence, on constate il y a une gestion hein, des pathologies mentales qui sont faites
par défaut par les forces de l'ordre et donc qui ne sont pas forcément adaptées, notamment le recours à la mise à l'isolement, donc voilà, de personnes qui seraient en situation de décompensation. Voilà, donc évidemment, sur ce point, le défenseur des droits recommande donc une dotation supplémentaire en moyens pour renforcer la présence médicale et psychiatrique au sein des centres de rétention. Voilà, oui, et dernier point donc, sur les constats au sein des centres de rétention, donc, et notamment c'est sur la question donc, de l'articulation entre ce régime de la rétention et donc de savoir qu'est-ce qui se passe juridiquement si l'état de santé de la personne il est tel qu'on doit la sortir du centre de rétention, donc pour être hospitalisée. Donc, dans deux cadres de procédure, hein, soit une hospitalisation classique voilà, pour une pathologie grave, soit une hospitalisation sous contrainte quand on est dans un contexte de pathologie psychiatrique. Et alors là, dans les deux cas, il y a des difficultés qui sont posées, parce qu'il y a un gros flou juridique en fait, sur les procédures qui doivent s'appliquer. Par exemple, il n'y a pas vraiment de texte qui explique, enfin en tout cas, de textes qui disent quel est le médecin qui va être habilité à se prononcer sur l'incompatibilité de l'état de santé, sur l'incompatibilité éventuelle de l'état de santé de l'étranger avec le maintien dans le centre de rétention. Donc, du coup, ça, comme à défaut de texte, c'est fait au cas par cas. Donc, dans certains centres de rétention, ça va être le médecin de l'unité médicale qui va se prononcer. Dans d'autres, ça va être le médecin de l'OFI, puisque le médecin de l'unité médicale va considérer qu'il faut interroger le médecin de l'OFI, ce qui peut être problématique, parce que le médecin de l'OFI n'a pas forcément connaissance des conditions de rétention de la personne. Donc voilà, premier point où il n'y a pas de règle vraiment définie. Et puis, si est décidé une hospitalisation de la personne, il y a d'autres points de flou juridique. C'est la question de savoir, donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe au niveau donc, des voies de recours ouvertes pour la personne. Alors, le contexte de la rétention administrative, alors, au niveau juridique, c'est très complexe. Il y a plein de recours à exercer en même temps, parce qu'on passe devant plusieurs juges. Hein. En général, pour les personnes, il y a le juge de la liberté et des détentions qui va régulièrement être consulté donc, pour voir si juridiquement on peut ou non prolonger la rétention. Il y a le juge administratif qui peut être consulté sur la légalité des mesures administratives prises contre l'étranger, donc de refus de titre de séjour ou de mesures d'éloignement. Donc voilà, plein de recours qui peuvent être pendants, et on ne sait pas ce qui se passe au niveau de ces voies de recours qui sont ouvertes. On ne sait pas ce qui se passe quand l'étranger est placé et est hospitalisé. Voilà, par exemple, il n'y a pas de texte qui dise les voies de recours vont être suspendues. Il n'y a pas de levée de la rétention. Donc, juridiquement, l'étranger, il est en principe toujours sous le coup du régime de la rétention. Et c'est un peu le même cas quand l'étranger il est hospitalisé sous contrainte, avec cette petite difficulté supplémentaire que l'hospitalisation sous contrainte, c'est elle-même un régime privatif de liberté, donc qui répond à des règles propres, avec un contrôle spécifique hein, également fait par le juge des libertés et de la détention. Et donc, en l'absence de procédure claire qui dit comment doivent s'articuler tous ces régimes juridiques, c'est fait au cas par cas. Donc, le défenseur des droits recommande sur ces points que des textes soient pris voilà, pour clarifier les procédures qui doivent être mises en place. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire sur les constats que peut former au quotidien le défenseur de droits sur les personnes malades étrangères.